Pour certaines personnes, voyager est synonyme de plage, de détente. Hein? Ils passent beaucoup de temps à chercher l'hôtel parfait pour un confort optimal. Qui? Mais pour d'autres, comme mon invité aujourd'hui, Je m'appelle Éric Laplante. c'est le défi de faire quelque chose d'éprouvant, quelque chose qui est tellement C'est pas facile. tough qu'il n'y a pas le choix de se dépasser physiquement et psychologiquement. Alors, restez avec moi, nous allons découvrir notre invité Eh oui, je m'appelle Éric Laplante. qui va nous parler de la John Muir... John Muir Trail. la John... la John Muir... John Muir Trail. John Muir... John Muir Trail. Voilà. Avant de commencer, laissez-nous vous transporter dans l'univers du John Muir Trail, un sentier mythique niché en Californie. Sa popularité croissante au fil des années a transformé l'obtention des permis d'accès, souvent délivrés par loterie, en un véritable défi. Notre voyage débute dans le parc national de Yosemite, un joyau naturel des États-Unis. Le Mist Trail enchante les randonneurs avec ses vues spectaculaires sur les cascades Nevada Fall et Vernal Fall, tandis que le majestueux Half Dome, imposant monolithe de granit, domine l'horizon. La plupart des aventuriers entament leur périple à Tulum Meadow, une prairie subalpine idyllique qui ouvre la voie à des explorations alpines inoubliables. Sur le chemin, des cols emblématiques comme le Doronu Pass, le Silver Pass et le Selden Pass offrent des panoramas époustouflants sur des lacs alpins scintillants, tels que Ruby Lake. Le Muir Pass, avec son abri en pierre dédié à John Muir, constitue une étape incontournable. Le sentier poursuit sa traversée vers le parc national de Sequoia, où les randonneurs affrontent des défis tels que la spectaculaire Golden Staircase, le Mather Pass et le Pinchot Pass. Chaque col franchi symbolise un triomphe sur les éléments et rapproche les marcheurs du sommet tant attendu, le mont Whitney. Le 17 octobre 2017, l'ultra-trailer français François Dahen a repoussé les limites en parcourant l'intégralité du John Muir Trail en seulement 2 jours, 19 heures et 26 minutes. Un exploit qui illustre à la fois la beauté et l'exigence de ce sentier légendaire. Le John Muir Trail n'est pas qu'une randonnée, c'est une véritable immersion dans des paysages grandioses et une ode à la persévérance humaine. Que vous soyez un explorateur chevronné ou simplement un amoureux de la nature, ce sentier promet une aventure gravée à jamais dans votre mémoire. Bienvenue à J'ai mon voyage et cette semaine, on rencontre mon invité, Éric Laplante. Bonjour Éric. Bonjour. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, Éric, c'est mon amoureux depuis déjà près de 33 ans. Mais cela étant dit, ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais bien du défi qu'il a relevé en 2022, la John Muir Trail. D'où est venue l'idée de faire la John Muir Trail? L'idée m'est venue suite à mes randonnées antérieures que j'ai faites. J'ai fait Compostelle, le Grand Canyon, le Tour du Mont-Blanc. Mais là, je voulais réellement un défi personnel qui me permettait de partir pour une longue période avec une autonomie complète. Sac à dos, nourriture. Alors moi, dans mes recherches, j'ai trouvé ce sentier-là qui est en Californie, la John Muir Trail, un des plus beaux sentiers en Amérique du Nord. Ce sentier-là, il n'y a pas de route, il n'y a aucune infrastructure. Pendant 21 jours, tu es en pleine nature, dans la Sierra Nevada, dans un paysage que John Muir a découvert à l'époque, quand il l'a créé, quand il l'a fait. Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a rien, il n'y a pas de route, il n'y a pas de poteau électrique, il n'y a absolument rien. Pour faire la John Muir Trail, il faut que tu gagnes un concours. Peux-tu m'expliquer un peu comment ça fonctionne? Oui, à partir de 2015, le parc a décidé de limiter les entrées au niveau de la John Muir Trail. Donc, pour pouvoir partir du parc Yosemite, faut que tu participes à un concours. Donc, 6 mois à l'avance, tu t'inscris à un concours sur le site du parc de Yosemite. Et puis, il y a un tirage qui se fait à tous les jours pour un départ 6 mois plus tard. Okay. Donc, au total, par jour, c'est 45 personnes qui peuvent partir pour faire le sentier. Grosso modo, c'est 30 000 personnes qui demandent le permis à tous les jours. Fait que toi, tu as gagné ta place sur 30 000 personnes, dans le Sur fond. 30 000 personnes, et j'ai gagné ma place à partir du Yosemite. Est-ce que c'est un voyage qui est dispendieux? Pour avoir le permis, ça coûte 10 $, américains, et c'est tout. C'est rien. Ben, c'est pas, effectivement, c'est pas dispendieux. Bon, par contre, c'est en Californie, donc il faut partir d'ici, il faut prendre l'avion.
San Francisco. Et après ça, mais quand tu arrives là-bas, il n'y a pas de frais. Puis quand tu termines, il faut revenir. Quand tu termines dans un petit village qui s'appelle Lone Pine. Et là, ça prend un transport pour soit Los Angeles, soit Las Vegas. Donc, les frais inhérents, c'est avant et après. C'est un trek qui dure combien de jours? Les gens font ça en moyenne dans combien de jours? Moyenne, c'est 21 jours. À partir du parc, Yosemite, jusqu'au Mont Whitney, jusqu'à Lone Pine, c'est 21 jours. Ça a été quoi, Éric, ton plus gros défi pendant ton trek à la John Muir Trail? En fait, c'est que tu es en autonomie complète. C'est ta nourriture que tu transportes, ton bagage que tu transportes. Il ne faut pas que tu te blesses, il faut que tu t'alimentes bien, que tu te hydrates bien. Alors, moi, je te dirais que c'est de l'accomplir de un. Puis après ça, c'est de gérer tout ça, cette distance-là et cette marche-là à tous les jours avec la chaleur. Comment on se prépare pour un défi comme ça? Premièrement, il y a une logistique de nourriture qui est importante parce que c'est 21 jours, mais tu ne peux pas transporter 21 jours de nourriture. Okay. Donc, théoriquement, ce que j'ai fait, moi, j'ai préparé 4 paquets de nourriture. Je suis parti d'ici, je suis allé au Vermont, j'ai traversé les lignes et je suis allé poster dans un bureau de poste américain ma nourriture pour l'envoyer là-bas. Mais là, tu parles de nourriture que tu envoies longtemps d'avance. C'est quel genre de nourriture qui peut rester longtemps bonne? Là? C'est quoi, toi, comme nourriture? C'est que du sec. En fait, que moi, les repas le soir que j'avais, c'est des repas lyophilisés. Donc, c'est un sac dans lequel on rajoute de l'eau chaude. Et puis, on attend 15-20 minutes, et puis après ça, notre repas. Et pour ce qui est du reste, c'est des noix, c'est des gels, c'est des barres protéinées. Donc, si la nourriture est là pendant 30 jours, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de perte. Donc, moi, j'ai envoyé de la nourriture à 4 endroits différents. Et ces gens-là, là-bas, vont récupérer au bureau de poste la nourriture et l'emmènent à leur campement. Et puis, nous, là-bas, on va la chercher. Donc, tu pourrais-tu m'expliquer comment tu as fait ton choix de menu pour ta nourriture? L'important, c'est de prendre des éléments qui sont très nutritifs et légers. Comme dans les noix, si on prend des cachous, les cachous sont somme toute légers, mais c'est gras. Et c'est il y a beaucoup de calories. Dans juste 125 grammes, il y a quand même beaucoup de calories là-dedans. Donc, le cachou, il est bon. Donc, le soir, c'est un repas lyophilisé. Le matin, c'est un gruau protéiné avec des arachides et des cachous. Puis dans la journée, c'était des gels, barres protéinées, de la viande séchée, là, du midi. Puis l'après-midi, barres protéinées, puis le soir, un repas lyophilisé. Donc, tout ça, là, c'est 1,75 livres par jour. Puis t'avais-tu, mettons, des petites préférences, des petites gâteries que tu te permettais une fois de temps en temps? Oui, je m'étais amené des petits carrés Rice Krispies. OK. Ça, c'était une petite gâterie le soir, là, quand tu faisais ton repas, tu avais un petit carré Rice Krispies. Ça, c'était la gâterie le soir. Et aussi, c'est vrai, je me suis amené du café, des petits sachets de café, mais j'étais trouvé que c'était des cappuccinos en sachet. Et ça fonctionne très bien. Mets de l'eau chaude, brasse ça, fais une belle petite mouche, tu prends ton cappuccino. Comment qu'on se prépare physiquement pour un trek de cette envergure? C'est sûr qu'il y a une préparation, Une préparation pour ce qui est du matériel, une préparation aussi pour ce qui est du transport, mais aussi une préparation physique, mais aussi équipement. Parce que, tu sais, l'équipement, il faut absolument être le plus léger possible. Donc, pour ce qui est d'équipement, le premier exemple, on appelle ça les 4 chevaliers. C'est quoi ça, 4 chevaliers? Oui, les 4 chevaliers, c'est quoi? Sac à dos, le sac de couchage, le matelas de sol et la tente. Okay. Il faut réduire le poids au minimum pour ces 4 éléments-là. Donc, il y a de la recherche qui se fait. Il y a des sites, il y a des compagnies américaines qui existent qui se spécialisent dans l'ultra-léger. Donc, et le reste aussi, pour ce qui est du linge, pour ce qui est du matériel, il faut que tu ailles dans l'ultra-léger. Donc, moi, là, mon équipement, là, sans eau et sans nourriture, c'est 20 livres. Quand on rajoute l'eau, 1 litre d'eau, c'est 2 livres. Après ça, la nourriture. Donc, si on prend pour 10 jours de nourriture à 1,75 livres, ça fait 17,5 livres. Alors, on est rendu quasiment à 40 livres. Là. On est rendu à 40 livres. Dans le plus gros, moi, que j'ai pesé là-bas, pour mon sac à dos, c'est 40 livres. Donc, ça, c'est une chose. Et après ça, l'entraînement. Parce que là, écoute, en nature, quand on marche, admettons, on fait une randonnée, un 5, 10, 15, 20 km, tu sais, on vient à la maison, on prend une douche, puis c'est fini. Tandis que là-bas, c'est différent. Là-bas, le matin, il faut que tu démontes ton campement, tu pars ta journée. Et le soir, quand tu as fini, tu montes ton campement, puis tu te prépares, puis tu t'installes, puis pour être prêt pour le lendemain matin. Donc, il y a quand même une bonne préparation physique à faire.
Donc, moi, je me suis entraîné beaucoup mon Tabasco et mon Gleason, parce que j'étais proche d'ici. Je partais faire un 4 montées, 4 descentes, 5, c'est jusqu'à 8. J'ai fait jusqu'à 8 montées, 8 descentes dans ma journée pour me préparer avec mon sac à dos qui pesait autour de 35 livres pour me préparer en conséquence pour là-bas. Mais tu partais pas tout de suite avec un sac à dos de 35 livres. J'imagine qu'au début, tu as commencé plus léger. Ouais, quand j'ai eu mon permis puis quand je l'ai su, j'ai commencé tout avec un 10 livres ou un 12 livres parce que j'étais habitué un peu de manger un sac à dos. Puis après ça, tu y vas graduellement. Moi, 10 j'augmentais 10 par semaine. Donc, à peu près 1 livre, 1,2 livres que j'augmentais par semaine. Puis juste pour me rendre jusqu'à 35-40 livres là, à la fin pour être capable de randonner là, sans problème pendant des longues périodes avec mon sac. Fait que c'était un bon 6 mois de préparation. Bon, je parle de randonner beaucoup avec mon sac à dos, mais aussi des musculations, là, les jambes, abdominaux, tout ça. Fait que fait des musculations tout à travers ça. Est-ce que tu as vu justement des gens où est-ce qu'il y avait moins de préparation, puis ils ont dû abandonner? Ou, Oui, j'ai croisé des gens là-bas que... J'ai croisé des gens où eux autres, ils disaient, écoute, moi, j'ai pas le temps de me préparer, mais je vais me préparer tranquillement, en marchant, je vais me préparer là-bas en faisant le John Muir Trail, donc 1 journée, 2 jours, 3 jours. Mais ça fonctionne pas comme ça. Okay? Quand tu arrives là-bas, il faut que tu sois prête, parce que c'est pas là-bas que tu vas te préparer, c'est pas... Moi, j'ai eu un monsieur qui était de San Francisco, puis que lui, il a abandonné au bout de 5 jours parce qu'il était plus capable. Il a fallu qu'il abandonne. Puis j'en ai vu d'autres aussi, là aussi, parce qu'il y en a avec au niveau des pieds, ils ont tellement d'ampoule, ils ont tellement mal que là, il faut qu'ils arrêtent, ou le sac à dos est trop pesant, mal adapté, ils ont beaucoup mal au dos, fait qu'ils abandonnent aussi. Peux-tu m'expliquer un peu, là, qu'est-ce que tu avais dans ton sac à dos qui était nécessaire? Puis, as-tu des choses aussi que tu as apportées, puis tu t'es dit, tabarouette, j'aurais pu laisser ça à la maison, je n'ai pas eu de besoin, ou tabarouette, j'aurais aimé ça, avoir ça, puis j'aurais pu l'apporter, tu sais? Bien, en fait, là-bas, ce qui est obligatoire à avoir, c'est une canne à ours. Une canne à ours, c'est quoi ça? Une canne à ours. C'est en Lexan, c'est une grosse canne qui est sécurisée avec 2 loquets et puis qu'on met toute notre nourriture à l'intérieur. Toute notre nourriture et tout ce qui est odorant. Donc, le dessous de bras, si on en amène, le savon et médicaments, tout ce qui va se consommer, se met dans la canne à ours. OK. Donc, s'il y a une senteur, c'est dans la canne à ours. Puis le soir, quand on se couche, on monte notre campement. Notre canne à ours, on doit la mettre à peu près 50 pieds du campement. On la coince à travers des roches. Et le lendemain matin, on va la récupérer pour notre nourriture, on la met dans notre sac, puis on part. Donc, quand tu fais la totalité du sentier, ça te prend une canne à ours parce que le cheptel d'ours dans le parc de Yosemite, c'est 30 000 ours, grosso modo. OK. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez jeune, vous écoutez Yogi l'ours, là. Ouais. Yogi l'ours, là, lui, ce qu'il voulait, là, c'est le lunch. Il voulait le pique-nique du randonneur. Donc, c'est l'élément essentiel que tu dois apporter là-bas. Et pour ce qui est du reste, je m'étais amené 2 livres. J'enlèverais peut-être 1 livre. OK. Bon, c'est un petit luxe, là. Puis après ça, ce qui m'a manqué et ce que je ramènerais, admettons, je m'amènerais une chaise. Là, je veux dire, une chaise... Oui, c'est pesant, ça, une chaise? Oui. Bon. On oublie la chaise Louis XVI, là, en bois. On l'oublie, celle-là. Là. Il se vend une chaise, là, elle pèse à peine 1 livre. C'est tout léger, c'est tout petit, c'est ça le gros. 1 livre. Il y en a plusieurs là-bas qui avaient des chaises. Parce que quand tu as fait ta journée, là, tu t'installes, puis sur le bord d'un lac, ou tu as une chaise, c'est réellement bien. Moi, j'ai passé des 18 jours là, assis à terre, là, ou contre une roche, là. Mais la chaise, là, pour 1 livre, là, je réaménagerais mon sac en conséquence pour pouvoir m'amener une chaise. Tu as des bâtons? Oui. Est-ce que c'est un must? C'est essentiel? Essentiel. C'est un must. Le sentier, la façon qu'il est fait, là, c'est de la roche, c'est de la rocaille, c'est du sable, il y a de tout, là. Et ça prend un bâton pour t'aider dans la montée, dans les descentes, te sécuriser. Moi, quand j'étais fait au fin août, début septembre, il n'y avait pas beaucoup d'eau au niveau des ruisseaux. Mais quand tu le fais en début de saison, là, c'est des torrents là, que tu dois traverser. L'eau est beaucoup plus forte, est beaucoup plus omniprésente. Alors, ça prend des bâtons. Moi, c'est sûr qu'à cette heure, je randonne toujours avec des bâtons. Tu parlais de ta canne à ours tantôt. Oui. As-tu rencontré des ours? Oui. Après ma 3e journée, on m'avait averti la veille qu'il y avait un ours que lui,
il approchait beaucoup des humains parce qu'il y en a un qui aurait théoriquement nourri l'ours. C'était à proscrire, il ne faut pas faire ça. Et puis, je m'étais étendu sur une roche, au bord d'une rivière. C'était très beau, une belle journée. Et puis, à un moment donné, j'entendais craquer au loin, puis là, je me suis levé. Puis, il y avait un ours qui était sur le bord de la rivière. Puis, il était comme à peu près à une trentaine de pieds. Puis là, il me regardait, puis il s'en allait vers moi. Fait que là, ben, j'ai fait les consignes de sécurité, je me suis levé debout, puis là, je me suis mis à crier après. Là, tranquillement, pas vite, il s'est tassé, mais ça venait encore vers moi. Fait que là, j'ai pris mes bâtons, je me suis tapé mes bâtons, je suis allé vers lui, puis il a quitté. My God, j'imagine que l'adrénaline s'est fait aller puis le cœur battait vite. Hein? Oui, bien effectivement, c'est impressionnant. Ça l'a coupé mon repos. Là. Quand il est parti, j'ai pris mes affaires et je suis parti. Mais c'est impressionnant parce que l'ours, ben écoute, qui est au milieu de nulle part, on va dire, si tu te fais attaquer par un ours ou je sais pas qu'est-ce que t'es mal pris. Mais l'avantage, c'est que l'ours est peureux. Bon, là-bas, l'ours, c'est pas un grizzly, c'est un ours brun. Il est même beau, c'est dodu, c'est tout beau, c'est très joli, là. Mais sauf qu'il faut que mais il est peureux. Il est peureux de nature, là, il a peur de l'homme. Donc, théoriquement, s'il n'a pas l'homme ne l'a pas approché, ne l'a pas nourri, il y a une crainte. Il y a une crainte, lui, de l'homme. J'ai vu un bébé ours qui était dans le sentier. Là, je me suis dit, bébé ours, il touche même quelqu'un qui est maman ours quelque part. Et effectivement, la maman ours est arrivée par après. Et là, ça a été plus compliqué parce que là, je voulais le chasser, je voulais qu'il parte, mais petit, il restait là, lui. Il y avait un arbre, puis là, il grimpait dans l'arbre, il voulait s'amuser, lui, là, il tournait autour de l'arbre, puis tout ça. Et là, elle a beau taper dans les bâtons, mais la maman, elle partait pas, là, elle restait là. C'était un peu plus long. Fait que je reculais un peu plus, puis là, j'ai pris une roche, lancé des roches dans sa direction. Pas dessus. Non, on vise dans sa direction, tu sais, pour dire, ben là, c'est bien plate, puis il me lance des roches, on va m'en aller. Là, il a resté un bout de temps, puis à un moment donné, le petit est descendu, puis ils sont partis. Ils ont quitté, puis ils sont en allés. C'est mes 2 ours que j'ai rencontrés. T'as-tu un moment de découragement? Moi, j'en ai eu une fois. Parce que les montées sont abruptes, sont difficiles, sont dans la roche, mais les descentes il y a des descentes qui sont très difficiles. Il y en avait une qui était extrêmement difficile. C'était des pierres assez grosses, qui faisaient des marches, mais en travers ça, il y avait des petites pierres qui roulaient. Donc, tu peux perdre pied facilement. J'ai tombé 2 fois dans la descente. Je m'étais fait mal à un genou, je me suis fait mal à un ligament d'un genou, je m'étais blessé. Donc là, quand je suis arrivé en bas, là, j'étais un peu découragé de cette journée-là. Parce que ça avait été une journée assez éreintante. Puis, en fin de compte, je me suis installé au campement, puis il y avait des gens qui n'étaient pas tellement loin. Je jasais un peu avec eux autres, puis tout ça, pour une nuit tranquille. Je suis lavé dans la rivière. Puis après ça, ben écoute, une bonne nuit de sommeil. Puis le lendemain matin, ben tout est oublié, puis on part. Ouais, c'est merveilleux là-bas. Est-ce que ce voyage-là correspond à l'idée que tu t'étais faite au départ? Bien, moi, ce que j'avais lu, c'est que les gens disaient, écoute, ça doit être un des plus beaux sentiers en Amérique du Nord, si c'est pas du monde. Bon, on a fait quelques-uns. Moi, je m'attendais effectivement à un beau sentier. Je m'attendais à quelque chose de joli. Mais c'est grandiose. C'est 18 jours de temps dans la nature, à coucher à des endroits à flanc de montagne, coucher sur le bord d'un lac, sur le bord d'une rivière, un paysage qui est hors nature. Je veux dire, on a des belles choses ici au Québec, on a des beaux paysages, mais là-bas, où tu as des séquoias qui sont immenses, où tu as des rivières, c'est bleu turquoise, des montagnes qui changent de couleur avec le soleil le soir parce que ça tourne. Ça prenait combien de temps, toi, monter ton campement puis ton installation? Tu faisais quoi, dans le fond? C'était quoi ta routine? Bien, moi, ma routine, là, le matin, mon matin réveil, mais après ça, c'est le déjeuner. Après ça, c'est de monter le campement. Moi, autour de 8 heures maximum, c'était le départ pour la marche. Donc, je marchais toute la journée. Bon, avec les pauses puis tout ça. Et j'arrivais autour de 4 heures, mais là, c'est de se trouver le campement et on monte la tente. Ben, pour moi, c'est un plaisir. Monter le campement, là, c'est quand même une belle partie de la journée. Plus agréable que de démonter. Mais monter le campement, là, se préparer, se trouver la place, puis se mettre comme il faut, là, c'est un beau moment dans la journée, ça. Puis après ça, ben, tu t'installes, puis t'es correct pour la soirée. Et la tente, ben écoute, c'est une tente, moi, que j'avais double paroi, semi-portante. Et puis, ma tente, ça se monte facilement. Je peux te donner un défi, tu pourrais la monter en 5 minutes. En 5 minutes? En deçà.
de 5 minutes. OK. Parce que toi, tu montais ça en deçà de 5 minutes? Bien, je peux la monter en deçà de 5 minutes. Si je suis pressé, admettons, là, OK. parce qu'il n'y a pas une belle température, parce que là, c'est pas agréable, c'est pas bien, je pourrais la monter plus OK. rapidement. Bien, moi, je suis prête à le relever, ce défi-là, si tu me le lances. Bien, écoutez, je vous le lance. J'ai fait beaucoup de camping dans la vie, mais c'est pas moi qui montais la tente, mais je pense bien que ça va bien aller pareil. Alors, on est arrivé au campement. Oui? On a eu une grosse journée. On a fait un 1500 mètres de D+. On a trouvé notre place. Malheureusement, la tempête s'en vient, l'orage à l'horizon. Tu as 5 minutes pour monter la tente. OK. Alors, je te donne la tente Parfait. et bonne chance. Ça devrait être facile. Hein, monter une tente, c'est pas compliqué. C'est facile, c'est très facile. En partant, c'est vrai qu'elle est légère. C'est très légère. Wow, wow, wow! La dernière fois, j'ai monté une tente, là, je pense en 70. Je vais avoir... 70, t'avais... Non, moins 2 ans. t'avais moins 2 ans, là, ça marche pas, là. Tu vas me dire si je me trompe, là. Non. Non? T'as le droit de m'encourager, hein? T'as le droit de dire... Vas-y, Mona, t'es capable, t'es capable. Alors, je vais te donner un indice. Ouais. Présentement, il y a le filet Ouais. que tu vois, qui va sur le dessus. Et vous avez aussi la base de la tente. Oui, le bien ça, je plancher. comprends que c'est la base. Bon, moi, vas-y, étends là au sol. Comme ça. Et voilà. Ah! Je comprends. Je comprends. Ça rentre pas dans des trous, ça, cette affaire-là. Ça se clip. Je vais-tu réussir? Là, je commence à être gênée, là. Dis-moi si je suis bien partie. Hein? Ben, moi, je suis pas comme ça que je Ouais, montrerais, mais c'est pas grave, là, veut dire... Ça devrait tous fonctionner. les chemins mènent à Rome, hein? Ça, là, moi, je te regarde monter à la tente, c'est fantastique. Il n'y a pas un ours qui va approcher. Écoute, moi, les baguettes, comment ils se font aller, puis tout ça, là. Là, j'aurais peur. Peux-tu me dire, ça fait combien de temps que... Je sais pas. Je sais pas, ça fait combien de temps? Ah! 1 heure? Bien. J'ai-tu réussi? Ben oui, c'est très bien. Ouais. C'est bien. Puis là, après ça, ben, on finalise en ajoutant d'autres piquets pour sécuriser la tente. OK. En avant, en arrière. Puis comme ça, ben, si on vient en avant, vient tirer un petit peu en avant, ben, ça te crée un petit vestibule. Ah, Il n'est OK, pas OK, nécessairement je comprends. grand, mais il y a quand même assez de place pour mettre les souliers. Tu vas mettre le sac à dos à cet endroit-là. OK. Fait que là, tu peux-tu dire défi réussi? Je sais pas, je fais combien de temps? Hey! Mais Hey, je suis vraiment nulle pour monter une tente! C'est chaud, là! Moi, là, je tiens à te dire merci. Merci de m'avoir lancé ce défi-là. Ça m'a presque donné le goût de faire une aventure avec une tente et un sac à dos. parfait. Mais j'aimerais que tu me convainques un petit peu plus, par contre, là. Fait que tu pourrais-tu me dire, dans le fond, c'était quoi ta leçon? Qu'est-ce que tu as appris au cours de ton défi? Avec le recul, je me rends compte qu'écoute, moi, je suis parti tout seul. Il y a des grands bouts, j'étais seul. Sur le sentier, tu rencontres du monde, mais tu n'es pas souvent seul. Et tu sais, si t'arrives un pépin, que ce soit santé ou autre, là, il y a certains endroits, là, le village le plus proche de l'endroit où tu peux aller dans le sentier, c'est 100 km. Hey, C'est 100 km de marche. t'es-tu sérieux? 100 km Ouais, le plus proche? Oui, ça, c'est dans le pire. OK. Et puis, moi, j'ai été extrêmement chanceux là-bas. Moi, j'ai été chanceux parce que moi, pendant 18 jours là-bas, là, j'ai eu que du soleil, j'ai eu du beau temps, j'ai eu une très belle température. Dans la vallée, c'est très chaud, 42, 44. Par contre, à Sierra Nevada, quand tu te situes entre 2006 et 4004, tu es autour d'entre 20 et 25 degrés. Et tu sais, j'ai eu une belle température. Moi, j'étais extrêmement chanceux. Mais les gens avant,
Bon, ils ont eu des feux de forêt, ils ont eu, il y a eu le mousson, il y a eu des pluies très, très fortes. Il y en a qui ont dû abandonner le voyage à cause de la météo. Mais tu sais, quand face à la nature, il faut se prendre une certaine humilité. Moi, là-dessus, il faut être respectueux de la nature. Je comprends. C'est une belle leçon. Est-ce que tu pourrais me dire ton coup de cœur? Tu sais, vraiment, là, ça, c'est pour toi, là, c'était ton wow de ton voyage. Quand on quitte le parc de Yosemite, ça s'appelle Donahue Pass. Ça, c'est quatrième ou cinquième journée de marche. On quitte là, le parc, là, c'est Donahue Pass. C'est très, très beau, très, très joli. C'est une des plus belles parties, moi, que j'ai trouvées du parc. C'est comme au tout début, là. On quitte la vallée de Tuolumne, tu montes, après ça, tu as un lac, tu as de la neige en haut, tout ça. Là. Tu peux rester là pendant des heures, c'est vraiment toute beauté. Là. Ça, c'est pour ce qui est du voyage, c'est mon coup de cœur. Donahue Pass, c'est mon coup de cœur. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui nous écoutent à la maison pour faire ce voyage-là? As-tu un ou deux conseils que tu pourrais leur dire? Bien, si quelqu'un réussit à avoir un permis pour faire la John Muir Trail, moi, le conseil que je lui donne, bien, un conseil assez simple, c'est sur Facebook. Là, il y a quand même une page là, de John Muir Trail. Puis les conseils qui se donnent à l'intérieur de cette page-là sont quand même sont très bien. Très, très bien. Il y a un modérateur, puis il y a beaucoup de conseils qui se donnent par rapport à la randonnée, l'équipement, par rapport à la nourriture. Lire énormément sur le sujet. As-tu d'autres défis qui s'en viennent? Et le prochain projet que j'aimerais, là, je regarde plus pour 2025, j'aimerais retourner faire John Muir Trail. Et cette fois-ci avec, j'ai mes deux garçons, qu'on puisse partir ensemble. Elle était invitée aussi, j'aimerais bien, on pourrait partir les 4 ensemble. OK, bien moi, je vais prendre les hébergements. Tu sais, genre, il y en a 5 que tu me dis, il y a 5 endroits que ravitaillement, là, je vais être là puis je vais vous ravitailler. C'est pas pire, oui, ça? ça pourrait être bien, mais pour toi, c'est invité. Bien, merci. Merci, Éric, pour ton partage. Et vous, à la maison, j'espère que Éric vous a donné le goût de faire un défi à cette hauteur, de faire la John Muir Trail. Puis, en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que semaine après semaine, on va rencontrer d'autres gens qui vont venir nous partager, comme Éric, leurs passions, leurs défis qu'ils ont relevés en voyage. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.